Ils ne faisaient que découvrir leur pouvoir. Lorsqu'on les a abandonnés, eux deux, seuls, dans la forêt, ils ne faisaient encore que découvrir leur pouvoir, qu'ils étaient, ce qu'on leur avait expliqué, la manière dont ils allaient les gérer, ce qu'on leur avait expliqué, ce que Théo était, ce que Liam était. Ils ne faisaient que le découvrir. Liam ne faisait que savoir encore. Il ne faisait que savoir, que comprendre, qu'essayer de comprendre, que lorsqu'il ouvrait les yeux la nuit, c'était comme porter un infrarouge. Lorsqu'il ouvrait les yeux la nuit, Liam, c'était comme porter un infrarouge. Tu pourrais voir et tu pouvais voir ce que tu ne voyais pas. Liam, pour lui, le soir, c'était comme porter un infrarouge. Il pouvait voir et il savait voir ce qu'il ne voyait pas. Pourtant, d'un certain point de vue, Liam n'avait aucune chance d'attraper un être surnaturel, rien qu'en sachant voir ce qu'il ne savait pas voir la nuit. Il n'y avait aucune chance, car ce n'était qu'un combat entre eux deux. Mis dans la forêt, tous les deux, mis tous les deux dans la forêt, par Scott, par Styles, par Lydia, mis tous les deux dans la forêt, mis à se combattre, mis à part, mis à se combattre tous les deux dans la forêt, ils étaient mis à part, dans les plus profonds de la forêt. Dans les plus profonds de la forêt, ils étaient mis à part, mis à se combattre. Dans les plus profonds de la forêt. Ce qu'on appelait les tréfonds, les profondeurs de la noirceur et de l'obscurité, des ombres de la forêt. Ils étaient mis tous les deux, l'un en face de l'autre. Ils étaient mis tous les deux l'un en face de l'autre, mis à se combattre, mis à part le fait qu'ils étaient seuls, dans les ombres, les profondeurs, les tréfonds de l'obscurité de la forêt. Ils étaient mis à part, ils étaient mis seuls l'un en face de l'autre, dans une forêt sombre, obscure, remplie d'ombres, de ténèbres et d'êtres surnaturels. Autour d'eux, durant ce qu'il leur paraissait être une heure, ils avaient dû survivre à un combat. Ils avaient dû survivre à un combat qu'ils avaient mené l'un en face de l'autre. C'était un peu comme une initiation. C'était un peu comme une initiation. Après l'initiation, qui avait été terminée peu de temps après, lorsque le jour était revenu, l'initiation était terminée. On pouvait voir le soleil se lever au loin. De loin, on pouvait voir la ville qui commençait à devenir de plus en plus claire, To Beacon Hills qui commençait à devenir de plus en plus clair. On pouvait voir l'hôpital, là où travaillait Melissa, la mère de Scott. Là où travaillait la mère de Scott, Melissa, on pouvait y voir l'hôpital, au loin, réfléchissant à travers la lumière du soleil qui laissait transparaître à l'horizon un aura blanc au travers de la cime de chaque immeuble et chaque bâtiment, la centrale électrique qu'il n'y avait pas loin de l'hôpital, par-delà laquelle Kira a découvert ses pouvoirs à elle. Par-delà laquelle Kira a découvert ses pouvoirs à la centrale électrique. Seulement, le Nokitsune qui avait surgi en Kira ce soir-là quand elle avait découvert ses pouvoirs, l'hôpital, là où tout a commencé, là où Melissa travaille, là où Scott la rejoint de temps en temps pour qu'elle fasse une autopsie autour des corps qu'ils trouvent dans la forêt, autour des choses qu'ils ont trouvées dans la forêt, que ce soit un être surnaturel, un corps ou encore
un animal, plusieurs animaux, un être surnaturel, un corps, un cadavre, quelque chose de décomposé. Il en vint à demander de l'aide à la mère de Scott, Melissa, qui, en tant qu'infirmière, avait les compétences pour pouvoir analyser ce que Scott trouvait lors de ses combats. Lors de ces combats, ce qu'il trouvait, c'était souvent des cadavres de personnes qui n'avaient rien fait. Il expliqua alors tout ça à Liam et à Théo lors de l'initiation. Il expliqua tout ça, que leur mère était un peu comme une ressource, que la mère de Scott était un peu comme une ressource, celle qui savait à peu près dire ce qui était arrivé aux gens qu'on retrouvait dans la forêt, morts, étalés par terre, le teint pâle, en pleine décomposition, en plein début de décomposition, le teint pâle, allongé par terre, les yeux fermés. Les cadavres qu'ils trouvèrent tous, ils les apportèrent à la mère de Scott, qui avait la capacité et les compétences de pouvoir dire ce qui leur était arrivé. Après une autopsie briève d'une journée, Scott revenait le soir, et il avait un inventaire d'à peu près toutes les personnes qu'il avait pu trouver à Beacon Hills, ce qui leur était arrivé, comment ils sont morts, ce qui leur est arrivé, quand ça leur est arrivé, où ça leur est arrivé, dans la forêt, dans quel lieu, dans quel endroit. Ensuite, lorsque Scott l'avait su, ils passèrent l'info à Styles, qui Styles, en tant que fils du shérif, passèrent l'info au shérif, qui l'info arrivèrent ensuite dans un dossier classé non terminé. Ce dossier qui avait été classé non terminé ou inachevé dans des archives de la police, sous un numéro de série, dans des archives de la police, car la police avait bel et bien des archives pour chaque dossier. Des archives pour chaque dossier, sous un numéro de série, classé par ordre alphabétique, par ordre chronologique, d'année, de mois, de date de naissance. Pour les cadavres, c'était daté par année, du plus vieux jusqu'au plus jeune, du plus ancien jusqu'au plus récent. C'était daté par ordre chronologique, du plus ancien jusqu'au plus récent. Tout cela était mis sous numéro de série. C'était fermé dans une pièce qui était fermée à clé, sous serrure, sous numéro de série, classé par ordre chronologique. Pour les cadavres, pour les affaires non résolues, par ordre alphabétique, sous numéro de série également, dans des dossiers renfermés, dans des tiroirs, fermés sous serrure, dont seul le père de Styles en détenait la clé. Au loin, où l'on pouvait voir l'hôpital, la centrale électrique, la ville, l'aura blanc que laissait transparaître la lumière du soleil. Au loin, Scott finit alors son histoire, devant le rocher où l'on pouvait voir l'horizon. Il finit alors son histoire. Il raconta tout ça à Théo et à Liam, qui leur dit alors: qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Liam dit alors à Scott: qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Scott répondit tout simplement: tout comme Théo, tu vas me tendre ton bras. Tous les deux, Théo et Liam, se mit alors à tendre leurs bras. C'est alors qu'ils tendirent leurs bras à Scott qui ramassèrent un bout de verre par terre avant d'avoir éclaté une bouteille en verre. Avant d'avoir éclaté une bouteille en verre par terre, qu'ils frappèrent contre le sol, contre un rocher qu'il y avait à côté d'eux, sur lequel derrière poussait un arbre qui était difforme. Ils frappèrent une bouteille par terre,
sur ce rocher, et elle éclata en plusieurs morceaux, en plusieurs fragments. Ils ramassèrent un fragment, prirent la main de Théo, il prit la main de Théo, et la main de Liam, et fit alors un symbole avec le verre. Ils leur scarifièrent un symbole sur la paume de la main pour ne pas oublier qu'ils faisaient partie de leur meute. Ce symbole ressemblait à un cercle dans un cercle. Liam avait juste répondu « Et qu'est-ce que c'est ?» Théo a simplement regardé, a regardé Liam et lui a dit « Ferme ta main ». Liam a fermé sa main. Scott a alors dit à Théo « Non, gardez-la ouverte. Gardez-la ouverte. » Liam a réouvert sa main. Théo a gardé sa main ouverte, a fait pareil et a de nouveau regardé en refermant légèrement les doigts et a dit « Oui, mais qu'est-ce que c'est ?» Scott a simplement répondu « Un symbole. Maintenant, vous savez, vous faites partie de ma meute. Si vous regardez bien, Lydia, Styles, Corey, Mason, Derek, Peter, ils ont tous le même. » C'est alors que Derek ouvrit sa main. Peter ouvrit de même sa main. Corey fit de même avec Mason, qui ensuite enchaîna avec Lydia, qui ouvrit sa main, qui enchaîna avec Styles, qui ouvrit sa main. Et tous ouvrirent leurs mains devant Théo et Liam. Ils avaient tous le même symbole sur la paume de la main. Et c'est ensuite que le long de la colonne vertébrale, ils durent retirer tous deux leurs t-shirts, et le long de la colonne vertébrale, on leur scarifièrent 4 symboles. Le premier symbole était une barre horizontale avec au-dessus un ovale, en dessous un rond représentant l'eau. Le suivant était une croix en dessous de ce symbole qui venait d'être scarifié. Une croix au-dessus duquel il y avait un triangle, par-delà lequel il y avait un autre triangle à gauche. Et en dessous, il y avait une ligne munie d'une autre ligne qui en faisait une autre croix. Et sur la droite, il y avait une autre ligne, juste horizontale. Tout cela, dans la même croix, représentait le feu. Ensuite, un autre symbole, une croix horizontale, une croix verticale. Et ensuite, quelque chose qui ressemblait à peu près à un dôme, la moitié d'un cercle, un demi-cercle qui avait été mis au-dessus de la croix horizontale, par-delà laquelle il y avait ensuite une croix verticale. Ça représentait la terre. Ensuite, le symbole suivant était une ligne courbe, assemblée d'une autre ligne courbe dans le sens inverse, sous un carré qu'il y avait juste en dessous d'un espace. Ce symbole représentait l'air. C'étaient les 4 éléments. C'était le 4e symbole représentant les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Tous firent la même chose. Lydia, Styles, Derek, Peter, Corey, Mason firent la même chose et leur montrèrent leur colonne vertébrale sur laquelle il y avait les mêmes symboles.
l'eau suivie de la terre suivie de l'air suivi du feu, les quatre éléments qui avaient été gravés, l'eau, la terre, le feu et l'air, tous gravés l'un à la suite de l'autre le long de la colonne vertébrale. La sphère qu'ils avaient en main, suivie d'une autre sphère qu'il y avait dans la première, était le symbole de la meute. Mais pour ne pas oublier qu'ils font partie maintenant des êtres surnaturels, les quatre éléments avaient été marqués dans leur dos. Lydia, par contre, elle en avait 5. Elle avait l'élément surnaturel, celui qui représentait une menace, celui qui représentait la mort. Lydia avait une marque seconde qui représentait la mort. 2 cercles qui s'entrecroisaient, une ligne, et dans la ligne horizontale qui entrecroisait les 2 cercles, il y avait un œil. Ce symbole lui avait été attribué quand elle était toute jeune, représentant la mort, savant que sa mère l'avait abandonnée, connaissant son pouvoir, son don, qui était de savoir quand les gens allaient mourir, elle lui a attribué donc cette marque, la marquant du fait qu'elle est attachée à la mort. Elle ne put savoir pourquoi on lui avait fait cette marque. Mais pendant toute une année, sa mère lui a menti et lui a dit que cette marque s'est simplement gravée seule sur son dos. Mais c'est plus tard qu'elle a su la vérité, que sa mère avait compris son don bien avant qu'elle ne le comprenne elle, et qu'elle lui avait gravé cette marque pour pouvoir la marquer de la mort, telle qu'elle en était la messagère. Car on ne peut pas renier la chose qu'on est. On ne peut pas renier la personne qu'on est. On ne peut pas la renier, ni même l'offrir en sacrifice pour autre chose. On ne peut pas offrir notre don en sacrifice pour autre chose. On ne peut pas être échangé comme de l'argent, comme de la monnaie. On doit rester ce qu'on est, et chaque personne avait un symbole supplémentaire représentant la personne qu'il était. Un symbole supplémentaire comme étant un triangle avec à l'intérieur 3 barres qui étaient sur le dos de Corée. Sur le dos de Corée, il y avait un triangle avec 3 barres verticales à l'intérieur, représentant la chimère et les plusieurs ADN qu'il avait en lui. Ensuite, il y avait un œil sur le dos de Mason, un œil barré d'une croix, représentant la bête du Gévaudan et sa légende. Et Styles n'avait qu'un simple symbole, assez simple et basique. Un carré dans un carré, muni d'un autre cercle. Ce carré dans un carré, muni d'un autre cercle, qui les rapprochait les uns à l'autre, comme s'ils étaient accrochés tous les 3. À l'intérieur des 3, il y avait une barre horizontale dans le carré, dans le rond qui était raccroché au carré, et le second rond, représentant les plans qu'il savait élaborer, son intelligence, la manière dont il s'en prend et dont il déjoue les autres plans, représentant ça, le carré, le rond et les lignes verticales qu'il y avait dans les carrés, dans le rond, qui étaient raccrochés les uns aux autres, représentaient son intelligence à déjouer les plans et à en déjouer d'autres, à en créer d'autres. Tout le monde avait un symbole différent pour montrer et graver à jamais qui il était. Seulement Scott n'en avait pas.